Bonjour, je m'appelle Alexis Tétrault en compagnie de Pierre Norris et de David Santarossa et bienvenue à Magnum Opus. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, un grand classique, le Misanthrope de Molière. Très content de le lire. Oui? Oui. Ben, moi aussi, j'étais très content de le lire. Moi, je l'avais jamais lu. J'en ai lu plusieurs pas lu, mais vu plusieurs de Molière. Et d'ailleurs, ça, c'est une des choses, souvent, on critique les nouvelles technologies Internet, mais c'est quand même assez exceptionnel que tu peux voir du théâtre filmé. Évidemment, c'est jamais comme être dans la salle, mais c'est quand même pas mal que tu as accès à, grosso modo, toutes les œuvres des grands classiques que tu peux voir sur YouTube ou sur d'autres sites gratuitement. C'est quand même assez génial. Puis, bon, bref, des fois, on critique notre époque, là, mais c'est exceptionnel. Oui, il y a le meilleur et le pire sur Internet, dont ça. Ben, je vais prendre la balle au bon pour dire ma relation avec Molière et l'œuvre. Ben, moi aussi, comme toi, c'est la première fois que je le lisais, du moins d'un couvert à l'autre. J'ai souvent lu la première scène, Alceste et Philinte sur la nature humaine. Ben, je pense que le premier acte, c'est le meilleur. Là. Ah, on en reparlera. Oui, ouais. Peut-être le plus profond. Ouais. Ouais. Je suis assez d'accord. On en reparlera. Ouais. Mais c'est ça, c'est la première fois que je lis le Misanthrope d'un couvert à l'autre. J'avais lu la première scène, premier acte, un peu après avoir vu, sans doute comme plusieurs, le film Alceste à bicyclette avec Fabrice Lucchini et non. OK, ben on en reparlera. Puis j'ai une confession à faire. Moi, j'ai à peu près jamais lu Molière. Okay. Et j'en suis gêné, mais en même temps, c'est pas de ma faute. Je veux dire, c'est l'éducation que j'ai reçue. Mais je me souviens, quand j'étais en deuxième secondaire, j'avais fait une scène très, très brève de l'Avare avec mon meilleur ami, Benjamin. Bonjour. On avait fait une scénette de l'Avare et c'est à peu près la seule et unique fois que j'ai été confronté à Molière dans tout mon cursus. Puis après avoir vu, il y a 2 ans peut-être, Alceste à bicyclette, j'ai comme feuilleté et lu la première partie. Mais je le dis un peu honteusement, mais encore une fois, je m'en dédouane. Là. Molière, ça faisait pas partie, mais pas du tout de mon univers mental. Et c'est divin. Oui, ben, c'est pas facile à lire non plus. Là, ben, moi, ce que je trouve, pour avoir vu des pièces de théâtre de Molière, il y a comme un 10-15 minutes, il faut s'habituer à la langue. Ouais. Il y a comme vraiment... Et il y a un certain moment, on a le rythme, on a la construction de la phrase, et il y a comme un déclic qui se déroule, puis que, OK, oui, là, je commence à avoir les repères, parce que c'est vrai que au début, se lancer dans du Molière, c'est pas évident. Là. Ça date de... C'est du 400 ans. Là. Ouais. Donc, c'est pas évident. Là. C'est pas évident, mais en même temps, c'est sublime. C'est sublime. C'est tellement beau. Moi, je suis en colère de ne pas avoir lu ça avant. Excuse-moi. Non, ça va. Non, c'est vraiment de toute beauté. Moi, Molière, j'ai commencé à le lire un peu au secondaire, dans les cours d'art dramatique. J'ai pas fait de pièces de théâtre de Molière, mais on en a pratiqué des extraits et tout. Donc, j'ai été un peu introduit à son œuvre via l'école. Ensuite, j'ai déjà parlé là, dans un hors-série que j'avais beaucoup apprécié avant, Les Fourberies de Scapin, que je l'ai vu au théâtre aussi. J'ai lu beaucoup d'autres Molière depuis. J'ai lu Le Malade imaginaire, Bourgeois gentilhomme. Le Misanthrope, moi aussi, c'est avec Lucchini que j'ai connu cette pièce-là. Le Misanthrope, c'est un extrait vidéo où Lucchini, il récite justement un extrait assez connu de la scène 1 de l'acte 1. Donc, moi, c'est ça qui m'a intéressé. Puis ensuite, j'avais déjà... je me suis procuré le livre et j'avais déjà lu Le Misanthrope. Mais là, ça faisait plusieurs années que je l'avais pas relu. Donc, j'étais vraiment content d'y retourner. David, autre chose sur relation avec Non, ben ça, moi, je pense dans mon parcours scolaire, non, j'ai pas lu Molière, mais je l'ai vu à quelques reprises au théâtre. Au théâtre? Donc, oui. Mais j'ai l'impression qu'il faut presque avoir lu la pièce avant d'aller au théâtre. Je suis assez d'accord. Pour vraiment avoir un peu une idée générale de l'histoire, le vocabulaire, tout ça. Parce que si on se lance les yeux fermés là-dedans, c'est pas évident. Ouais. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à la lire d'abord, d'un couvert à l'autre, dans une pièce silencieuse et tout. Mais ensuite, le plaisir que j'ai pris à voir la pièce en ligne avec le livre,
Ouais. C'est 2 heures, 2 magnifiques heures hors du temps, tu sais. Puis après, tu penses en alexandrin, tu sais, puis tu essaies de rire. Je sais pas Ben pour là, vous. j'irai pas jusque-là. Non, mais tu sais, tu construis. En tout cas, moi, mon monologue intérieur, là, il était comme. J'essayais de le construire en alexandrin, c'était extrêmement malsain. En tout cas, ça donne envie de parler en alexandrin. Ouais. Je sais pas, là, mais Puis- je me suis pas rendu jusqu'à le faire, mais Moi, je sais pas pour vous. Moi, la pièce que j'ai vue en ligne, c'est sur la plateforme Madeleine dont je vous avais déjà parlé. ouais, t'en avais parlé, mais ouais, je l'ai pas. C'est une j'ai pas plateforme visionné. du gouvernement français. Je pense qu'il y a un centre d'archives vidéo. Ça coûte 3 € par mois, là, un 4 $ canadien. Là. C'est ridicule. Et il y a tout Molière, tout Racine. Il y a plein de Cyrano. Il y a tous les apostrophes avec pivot. Tu sais, c'est une grâce du ciel pour rester. Puis j'ai vu la pièce jouée par la Comédie Française de 1977. Le personnage qui jouait, le type qui jouait Alceste s'appelait Georges Descrières ou Descrières, vous m'excuserez si je le prononce mal, qui a joué Arsène Lupin dans les années 70. Fait que, tu sais, c'était OK. un auteur, un acteur très connu. Et il était là, parfait. Il avait l'air sec, il avait l'air austère, il était toujours fâché. Celle qui joue Célimène s'appelait Béatrice Agenin ou Aganin. Je sais pas, j'écris tellement mal que j'arrive pas à lire. Mais elle était magistrale. Philinte était là, superbe. J'ai adoré, j'ai vraiment adoré. C'est celle que j'ai revue avec le texte. Je sais pas pour vous. Si, C'était une sur YouTube, mais je me rappelle plus de la troupe en question. Pareil pour moi. Ouais, ouais. ouais. Bonjour à tous. Un mot pour vous dire que nous sommes désormais sur toutes les plateformes de podcast. Spotify, Apple Podcasts, Deezer, nous sommes partout. On vous invite aussi à visiter notre page Patreon. Pour l'équivalent de un petit café par mois, vous soutenez notre projet. Commentez, abonnez-vous, mettez des pouces et bon épisode. J'en ai vu une sur YouTube pour la petite histoire qui était une début des années 2000. Et Alceste avait l'air dépressif. Non, Ouais, c'était. ne me dérangez pas. Puis je trouvais que ça convenait bien à l'époque. Mhm. Tandis qu'avant, tu sais, il était explosif. Oui. Puis là, début 2000, il est en courroux contre l'humanité, mais sur le coin du feu, tu sais. Ouais, ouais. Bref. Pierre, peut-être voulais-tu nous parler un peu de l'auteur? Oui, Molière, donc de son vrai nom. Vous connaissez son vrai nom? Jean-Baptiste. Poquelin. Jean-Baptiste Poquelin, oui. Donc, il est né en 1622, mort en 1673 à l'âge de 51 ans. Il vient d'une famille proche de la noblesse, un peu, pas nécessairement dans la noblesse, mais qui tourne un peu autour. Son père, il était valet de chambre tapissier ordinaire du roi. Et ensuite, Molière, lui, il va faire ses études au collège de Clermont. Les études classiques gréco-romaines, comme il se faisait à l'époque. Ensuite, des études de droit. Après ça, 1643, il commence une troupe de théâtre, l'Illustre Théâtre. Ça va durer 2 ans. Ils vont se ruiner complètement. Ils vont s'endetter par-dessus la tête. Lui, il va se ramasser en prison. Il va être incarcéré pour dette. Et ensuite, il repart une nouvelle troupe. Et là, ils partent faire le tour de la France. Ils partent en région, en province, pendant plusieurs années. Il revient à Paris en 1658. Là, il va se marier, il va avoir un fils. Et après ça, c'est là que va vraiment commencer son succès. Toujours sous la protection du roi Louis XIV, qui va lui permettre de jouer dans des pièces qui parfois vont critiquer la société française d'Ancien Régime, vont critiquer même certains aspects du gouvernement royal, mais toujours, il va jouer sous la protection du roi. Et là, la quantité de pièces écrites par Molière, c'est très, très vaste. Ouais. Je vais en nommer quelques-unes là, dans l'ordre chronologique, là, mais c'est vraiment un extrait, pas un extrait, mais bref. Quelques-unes seulement. Quelques-unes, c'est ça. Il y avait un terme, mais bon. Donc, les précieuses ridicules. Un échantillon, merci. C'est Ça le me mot que fait je cherchais. plaisir, ça me fait... Donc, les précieuses ridicules, l'école des femmes, Tartuffe, Ouais. Don Juan, le misanthrope, l'avare, le bourgeois gentilhomme, les fourberies de Scapin, les femmes savantes et le malade imaginaire, qui est sa dernière pièce. Il est décédé d'ailleurs en pleine représentation du malade imaginaire. Comment? Il était malade depuis un moment, C'est puis vrai? il est mort en pleine représentation de la pièce. C'est ce qu'on appelle mourir pour son art. Exactement, exact. Donc Incroyable. voilà pour le petit tour d'horizon sur la vie de Molière. Et quelle autre, par curiosité, moi j'ai lu, après avoir lu le Misanthrope ou avant,
comme je connaissais pas du tout Molière, je me suis lancé dans l'Avare, que Je j'ai l'ai bien pas aimé. encore lu. Je l'ai pas encore lu. J'ai bien aimé. Moi, c'est Scapin, Bourgeois gentilhomme, le malade imaginaire. Et le misanthrope. C'est pas mal ça que j'ai lu Ouais. pour l'instant. Scapin, Tartuffe, Mad Imaginaire. Tartuffe, j'en ai lu des extraits, mais je l'ai Ouais, pas lu Tartuffe, c'est bon. intégralement. C'est bon, il me hein? semble. C'est intemporel, hein, avant Ben oui. de se plonger dans Ouais. la substance. Là, les caractères qui sont évoqués, c'est littéralement la philosophie moraliste, mais mise Mm. en pièce de théâtre. Tu sais, c'est Mhm. des travers intemporels des hommes. Voilà. Euh, Est-ce qu'on se lance? Oui, bien sûr. Oui. Premier acte, première scène, Alceste et Philinte. Oui. Ouais, ben, comme je le disais tantôt, moi, je trouve que c'est le meilleur moment de la pièce. C'est cette discussion-là entre Alceste et Philinte, où, si on pouvait résumer ce que Alceste dit à Philinte, il dit, ben, écoutez, dans notre société d'aujourd'hui, euh, on aime faire de la flatterie. On dit que tout est beau, tout est fin, tout est parfait. Mais est-ce qu'on valorise véritablement quelque chose en disant ça? Mhm. En valorisant, on pourrait en citer, là, mais lorsqu'on estime tout, est-ce qu'on estime véritablement quelque chose? Ah ouais. Donc, c'est là une question qui me semble assez importante. Et donc, Alceste est un misanthrope, justement. C'est lui le misanthrope. Donc, il a vraiment dégoût le genre humain parce que, justement, il y a cette tendance-là que, finalement, étant donné que tout a de la valeur, il n'y a plus rien qui a de la valeur. Et à l'inverse, Philinte, c'est le gars un peu plus relax. Mhm. Mais non, c'est correct, garde. Faut être conciliant. Et, et dans le dialogue, à certains moments, on se dit, Alceste, t'as raison. Puis à d'autres moments, tu te dis, ben oui, Philinte, t'as raison. Ben oui. Faut se calmer un petit Vraiment. peu. Il est lourd, Ouais, Alceste. c'est Il ça. est lourd. Hein? Ah, on va y revenir, là, mais à différents moments, il est d'une lourdeur. Là. Mais il y a un terme, un moment donné, que dit Philinte pour se décrire. Il dit « Mon flegme est philosophe tout autant que votre chagrin ». Je pense que c'est à peu près la... Mhm. C'est ça, Philinte, c'est le flegme philosophique. Puis, ah oui, mais les hommes sont corrompus, mais ça veut pas dire qu'on peut pas là, avoir un peu de plaisir, puis comme mordre la vie tout de même. Là, tu sais, puis, bref, il y a plusieurs passages où justement cette corruption des hommes lui fait avoir des réflexions incroyables. Là. On y reviendra, mais... ouais. Mais Philinte, il est tellement comment dire, agréable. Ben Alors oui. qu'Alceste, Ouais, ça, tu sais, j'en ai un ici, Alceste, qui dit je ne veux nulle place en des cœurs corrompus. Tu sais, justement, il ne veut pas se faire aimer par des gens qui aiment tout. ouais. Donc, c'est des cœurs corrompus, justement. Donc, ça, c'est des genres de phrases. À nouveau, il y a une partie de nous, t'écoutes ça, puis tu te dis ah, c'est vrai. Je sais. On veut pas l'amour de ces gens-là. Ah ouais. Et après ça, tu lis Philinte, puis tu dis ouais, mais c'est pas sûr. Ouais. Mais c'est un choc entre quelqu'un qui vit vraiment en suivant des principes purs, puis qui essaie d'être parfaitement cohérent dans tout ce qu'il fait, puis parce qu'il voit que les gens autour de lui sont incohérents ou menteurs ou hypocrites, ben là, il est scandalisé, versus quelqu'un qui fait la part des choses, puis est un peu cynique aussi. Donc, mais en fait, il y aurait quelque chose d'intéressant à faire entre notre lecture de ce livre-là. On semble à peu près tous un peu excédés par Alceste, qui finit par nous tomber sur les nerfs. Mais pourtant, il y a d'autres personnages dans des romans qu'on a lus ou dans des œuvres qu'on a lues précédemment qui font preuve de la même constance absolue, puis eux, on les trouve glorieux. Cyrano. En Oui. particulier. Ouais. Mais, Pourquoi on n'aime pas Alceste et pourquoi on aime Cyrano, me posais la même question. alors que les deux suivent une ligne très, très droite? Mais parce que Cyrano est... je sais pas, là, j'y vais à l'envolée, j'ai pas réfléchi, mais Cyrano il est plus touchant, là, Cyrano, là, parce que, bon, quand il y a des discussions avec Lebray, il est attendrissant, il met en lumière ses faiblesses, c'est son, comment dire, la manière dont sa laideur l'atteint, tu sais. Alors qu'Alceste, il est hypocrite, tu sais, parce que il aime Célimène, qui est son C'est vrai. antithèse totale, Mhm. et il reconnaît, oui, que c'est un peu incohérent, mais qu'en même temps, il est capable de la changer, puis que... Je sais pas, peut-être...
Cyrano est peut-être moins flexible. Mhm. Peut-être pas nécessairement dans les principes, mais dans, je sais pas, les valeurs, l'amitié. Je sais pas. Là, je suis lancé Moi, sans parachute, mais je sais pas. Alceste, je le trouvais amer. Il y a Ouais. quelque chose de pas, Mhm. justement, de pas. On n'a pas envie de le suivre Non. dans son jusqu'au-boutisme, alors que Cyrano, on a envie de le suivre. Ouais. On a envie d'être Cyrano, alors qu'Alceste, justement, il y a quelque chose de crispé, quelque chose d'amer, quelque chose de sec là-dedans. Ouais. Donc, c'est pas. Donc, oui, c'est vrai, si on les définissait sur papier, on pourrait dire à la limite qu'ils se ressemblent, mais en même temps, il y a quelque chose dans la chaleur Mhm. qui se distingue radicalement. Mais je m'étais posé la même question que toi, Pierre. Peut-être que Cyrano, lui aussi, il va aller confronter les gens, il va aller à leur devant pour les remettre à leur place. Mais moi, chez Cyrano, j'ai un peu l'impression qu'il y a vraiment l'idée de corriger les gens, mais en effet, on a envie de le suivre. Mhm. Avec style. Exact, avec style, Avec panache. mais C'est ça qui avec c'est ça, la réponse panache. est là. Ah, C'est vrai. Bien vu. La Avec réponse- panache, il est combatif, Ouais. il va de l'avant. Alors, Oui. puis, mais on a vraiment l'impression, je trouve, en tout cas chez Cyrano, qu'il y a une volonté, pas une volonté, mais il y a l'idée que si tout le monde se redresse, ça pourrait bien aller. Mhm. Alors que Alceste, tout est à détruire. Puis lui, quand il va confronter les gens, c'est un peu pour les narguer, puis il donne un peu une impression de supériorité morale un peu Totalement. facile. Totalement. Puis un autre truc peut-être qui nous rend Cyrano plus sympathique, tu sais, Alceste, c'est quand même le noble un peu paresseux dans les salons qui disserte de la nature humaine. Cyrano, il a un fleuret, il se bat contre 100 hommes, tu sais, il va à la guerre, il est avec ses hommes, il y a les Gascons, il y a des amis, il bouffe, tu sais, Ouais, exact. c'est comme un surcroît de vie, tu sais, alors qu'Alceste, c'est comme, bon, je lis les journaux, puis je maudis l'humanité dans mon salon, tu sais. Fait qu'il est beaucoup moins attachant, là, mais... ouais. Mais c'est bien vu, la comparaison est riche. Je peux peut-être lire un extrait de Philinte. Euh, ma page 55. Y a-tu la ligne, Acte toi? 1, ligne 145. Acte 1, scène 1. Mon Dieu, des mœurs ou des mœurs du temps, mettons-nous moins en peine et faisons un peu grâce à la nature humaine. Mhm. Ne l'examinons point dans la grande rigueur et voyons ses défauts avec quelque douceur. Il faut parmi le monde une vertu traitable. À force de sagesse, on peut être blâmable. La parfaite raison fuit toute extrémité. Donc, à nouveau, là, on est là-dedans. Donc, il faut être conciliant. Il faut pas avoir une extrême rigueur lorsqu'on juge autrui, lorsqu'on juge la nature humaine. Et ça, ça me semble assez évident que dans ce genre de passage-là, le lecteur se retrouve quand même chez Philinte. Là. On se retrouve là-dedans. Ouais. Même s'il peut arriver que dans certains moments de notre vie, on se sente un peu plus Alceste. Ouais. Ça peut arriver. Mais Et- je pense qu'il vaut la peine de continuer à lire cette réplique-là. Mais je ne sais pas si tu voulais continuer. Non, là. vas-y. Ok. Ou toi, tu veux le faire, je ne sais pas. Je ne me dérange pas, je le lis sous les yeux. Là. Ok, vas-y. Et veut que, Alceste dit, la parfaite raison fuit toute extrémité et veut que l'on soit sage avec sobriété. Cette grande roideur des vertus des vieux âges heurte trop notre siècle et les communs usages. Elle veut aux mortels trop de perfection, qui est très, très juste. Il faut fléchir au temps sans obstination. Je suis en désaccord, on y reviendra. Et c'est une folie à nul autre pareil de vouloir se mêler de corriger le monde. Tu veux que je continue? Je peux continuer. Ouais, vas-y, vas-y. J'observe comme vous 100 choses tous les jours qui pourraient mieux aller, prenant un autre cours. Mais quoi qu'à chaque pas je puisse voir paraître, en courroux comme vous, on ne me voit point être. Je prends tout doucement les hommes comme ils sont, j'accoutume mon âme à souffrir ce qu'ils font. Et je crois qu'à la cour, de même qu'à la ville, mon flegme est philosophe autant que votre bile. Je ne sais pas si on avait la même traduction, mais je pense que c'est le passage que tu as cité tout à l'heure. Ah ouais, non, c'est exactement le passage que je l'ai cité tantôt. Mon flegme est philosophe autant que votre bile. Mais bref, pour retourner aux éléments du... je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, il faut fléchir au temps, d'accord, sans obstination. Ah, ça, c'est autre chose. Là, Oui. là c'est un peu cynique. Là. Oui. Tu sais, là, c'est un peu, je vais jouer le jeu seulement pour le jeu. Mhm. Moi, je suis pas d'accord. C'est-à-dire que, oui, on est dans un monde tel qu'il est, mais on a quand même ce que Romain Gary appelle la marge humaine. Là, tu sais. On a quand même une marge pour agir puis infléchir des destins, ne serait-ce qu'autour de nous, pour les gens qu'on aime.
les aider, les élever, se faire aider, se faire élever. Tu sais. Pas, tu sais, ce n'est pas parce que le temps d'écran est d'à peu près 5 heures par jour qu'il faut fléchir qu'il faut fléchir sans obstination à à ce vice du temps. Tu sais. Oui, absolument, évidemment. Mais c'est là la limite de la logique de Philinte, en quelque sorte. Donc oui, évidemment, prendre les choses un peu plus à la légère peut-être, mais en même temps, il y a certains moments où est-ce que, non, faut être capable de mettre son pied à terre. Donc, on reviendra à Aristote ici qui parlait du juste équilibre. Hein? Ben là, c'est un peu là-dedans. Mais Philinte, parfois, il se présente un peu comme le juste équilibre. Mais tu as des phrases ici et là, comme ça, qui te fait, ben là, le sans obstination. Je sais pas si c'est parce que Molière voulait aller chercher une rime ou quoi, là, mais en tout cas, là, il va trop loin. Là. Ouais. Ben, il oppose deux archétypes complètement contraires l'un à l'autre, là, mais c'est peut-être pour qu'on en vienne nous-mêmes à faire la part des choses. Ouais. Ouais. Et de vouloir se mêler, de corriger le monde. Ben quand même, je dis, on peut... Sinon, il n'y a plus de projet politique, il n'y a plus d'hommes politiques, il n'y a plus de... Il n'y a plus de projet point. Ouais, c'est ça. C'est très cynique, c'est jouisseur aussi. C'est jouisseur, exact, c'est ça. Jouisseur. Exact. Parce que... Mais peut-être qu'il a raison. Non, mais tu sais... j'écoute. Non, mais tu sais, c'est-à-dire que quelqu'un qui se dit, ben tu sais quoi, ouais. aussi bien s'endetter, mettre de l'argent, s'acheter des beaux vêtements, aller constamment au restaurant. Tu sais, il y en a qui se disent ça, là, tu sais, puis... La majorité des gens se disent. Peut-être que c'est la majorité, donc... Je pense. Et là, après ça, c'est la question, c'est quel est l'objectif, quelle est la fin de la vie, le objectif, là, ça, c'est une large question, mais si on se fixe ça comme objectif, si on vit dans une société où, justement, on défait toutes les normes, qu'est-ce qui reste? Tout ce qui est jouissif. C'est vrai. Tout ce qui reste. C'est vrai, très juste. Vas-y. J'allais dire, au fond, c'est un appel dans notre recherche à trouver un juste milieu. C'est un appel, au fond, à choisir ses combats, là, je pense. Oui, très Parce juste. que Alceste essaie de mener tous les combats à la fois, à force de voir uniquement des choses horribles partout, puis il est constamment en colère. Il veut toujours renverser la table, alors que Philinte, lui, ne veut mener aucun combat. Le juste milieu, je pense que c'est juste de dire, OK, c'est une chose avec Alceste de se dire qu'il y a un paquet de choses horribles dans le monde. Là, c'est autre chose avec Philinte de dire, on ne réglera pas tout, on ne peut pas tout corriger, mais à quelque part entre les deux, si on est encore quelqu'un qui se respecte, puis qui a un minimum d'honneur, puis qui veut être actif, puis qui aura une prise sur le réel, là, il faut au moins que tu choisisses 2-3 choses qui vont pas bien dans la vie, puis sur lesquelles tu as envie d'avoir une prise. Exact. Pour le reste, il faut en prendre puis en laisser. Il faut accepter ce que tu peux pas changer, puis bon, etc. Là. Mais il faut quand même mener un minimum de combat, sinon à quoi tu sers? Exact. Mais il reste que 24 heures dans une journée. On en dort 7-8. Oui. Puis, mais justement, montrer à quel point Alceste est excessif, puis là, il est comiquement ridicule. Il dit « J'ai tous les hommes, les uns parce qu'ils sont méchants et malfaisants, et les autres pour être aux méchants complaisants, et n'avoir pas pour eux ces haines vigoureuses que doit donner le vice aux âmes vertueuses. » Fait que dans le fond, il haït les méchants, il haït les complaisants, puis il haït les vertueux de pas haïr autant les méchants puis les complaisants. Il haït tout le monde, tu sais. Mais Mais j'ai l'impression que si Alceste trouvait un Alceste 2, il l'haïrait aussi, tu sais. C'est-à-dire qu'il trouverait un moyen de le détester. C'est clair. Oui, absolument. Mais, est-ce que Célimène n'est pas un peu un Alceste 2.0 en étant l'anti-misanthrope? En quoi c'est une Alceste 2.0? Je suis pas sûr de Ben, pour moi, c'est les deux extrêmes. Il y a Alceste qui est misanthrope et qui ne pardonne aucun vice aux hommes, de sorte qu'il n'est jamais hypocrite en leur présence. Quand quelqu'un vient, comme on le voit dans la scène 1, dans l'acte 1, quand quelqu'un vient lui lire ses vers, il dit non, c'est mauvais. T'sais. Tandis que Célimène, elle pense tout le même mal qu'Alceste pense, mais dit totalement l'inverse de sa pensée. Donc, de constamment mentir aux gens, de les flatter, est-ce que c'est de la misanthropie au final? Est-ce que c'est les mépriser d'y voir un jeu de salon constamment? Parce qu'elle méprise tout le monde. Absolument. Elle méprise absolument tout le monde autour d'elle. Oui.
quand les deux marquis viennent, là, puis là, ils médisent pendant des C'est vrai. pages et des pages et des C'est pages, là, il y a quelque chose d'insupportable, tu sais, mais c'est ça, c'est les deux extrémités, je trouve, se ressemblent. Ouais, il y a quelque chose. Et les deux centres aussi se ressemblent. Éliante et Philinte, bon, qui en prennent, qui en laissent. Tu sais, Éliante est capable de dire du mal, mais dans le dernier acte, quand Célimène lui tend une perche pour avoir son aide, tu sais, elle fait, bah là, tu sais, je suis quand même pas perfide à ce point-là, tu sais. Fait qu'il y a comme les deux pôles, puis il y a les deux centres C'est vrai. qui offrent un bon panorama, mais je trouve que à sa manière, Célimène est un peu misanthrope On pourrait dire comme ça. C'est vrai. et T'as- cynique à fond. Oui. Tu as mentionné rapidement Oronte. Oui. Ça, c'est hilarant, Ouais, ce c'est C'est une très bonne moment-là. scène. Oronte qui se dit non, moi, parce qu'il a écrit un poème. Ouais. Il dit ben là, j'aimerais savoir votre avis, les gars. Et moi, je veux que ce soit honnête. Je veux que vous me disiez vraiment ce que vous pensez de mon poème, puis vraiment soyez honnête. Et puis, Philinte, évidemment, trouve que c'est absolument exceptionnel, alors qu'il ne pense pas vraiment. Là, il est pas très vertueux, par exemple. Non, c'est là, ça. il est pas très... Exactement. Et là, Alceste, il est fâché contre Philinte de dire ben voyons donc, tu dis le contraire de ta pensée. Et là, Alceste demande à Oronte t'es sûr que tu veux que je dise la vérité? Absolument. Dis-moi ce que tu penses de mon poème. Et là, il est détruit totalement. Ouais. Oronte est furax, il est Ouais. fâché. Puis vous finissez par le poursuivre Ouais. par la suite. Mais je trouvais ça assez drôle. La personne qui veut un jugement honnête, mais Il À la co- veut pas, à finalement. condition que ça soit positif. Exact. Exact. Mais juste avant là, que Alceste lui soit totalement honnête avec ses vers, il y a quand même il essaye un peu d'attendrir ses commentaires, Alceste. Tu sais, puis là, il est très homme de cour français en disant, en simulant une conversation qu'il avait eue avec quelqu'un. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Ouais. Ouais, Tu sais, il dit, ah, ben, il y a déjà quelqu'un Ouais, qui m'a demandé de donner mon avis sur ses vers, puis je lui ai dit que bah, il n'est pas de l'ordre des grands marquis que de prendre la plume, blablabla. Tu sais, en adressant évidemment ces critiques-là à Oronte. Mais Oronte, il est con aussi. Il Là, tu comprend sais. pas. Il veut pas comprendre. Là, tu sais, vraiment, il veut. Soit il voulait le provoquer, soit il ne voulait qu'être flatté. Mais Alceste, quand même, ici, a ménagé la chèvre et le C'est chien. le moment où il essaie d'être diplomate, Oui. d'être courtois, puis de s'en sortir sans mentir. Ouais. Mais oui, ça finit par le rattraper, puis il doit dire la vérité dans toute sa franchise. Mais cette scène-là est très, très drôle. J'ai Ouais. vraiment beaucoup Ouais, aimé Vraiment cette très scène-là. drôle. Ouais. Ouais. Puis c'est vraiment drôle de voir au fur et à mesure quand Oronte récite son poème. Puis là, ensuite, à chaque fois, il y a Philinte qui fait « Ah, c'est magnifique. C'est de C'est toute beauté. Puis là, à côté, on pourrait s'imaginer Alceste qui est là. Mais de quoi tu parles? C'est absolument terrible. Ah ouais. De quoi tu parles? Ouais. Puis là, l'autre, il continue. Puis il dit Ah, j'ai jamais vu quelque chose comme ça. Puis lui, Alceste qui comprend rien de ce qui est en train de Qui se passer. boue, là. là. Oui, Ouais. c'est ça. Ouais, c'est bon. C'est d'une simplicité en Ouais. plus. Tu sais, c'est ça qui est. Mhm. C'est ça qui est désarmant. Tu sais, on est capable de rire à 400 ans d'intervalle. Voilà, ça me Ouais. frappe. Mais moi, c'est ça. Moi, ce premier acte-là, j'ai vraiment trouvé que c'était Le plat de résistance. Ouais, vraiment. ouais. Donc peut-être qu'après ça, j'ai peut-être été un peu plus déçu parce Ouais. parce que je trouvais que ça commençait fort. Je trouvais que déjà là, il y avait deux personnages très forts qui Ouais. s'opposaient avec le personnage d'Oronte après. Donc, en tout cas, j'ai l'impression que oui, ça avait commencé très fort. Peut-être que vous n'avez pas eu la même lecture que moi. Ou... Peut-être qu'on s'attend à la même hauteur Ouais. philosophique des C'est dialogues ça. parce que ça commence très, très fort. Mais justement, moi, l'acte 2, après, me frappe beaucoup parce qu'on tombe complètement à l'autre opposé. En fait, c'est Alceste qui se décompose puis qui est incapable d'être à la hauteur de ce qu'il dit face à Célimène. Exact. Ouais. Dans l'acte 1, on voit Alceste qui est tellement pur, puis grandiose, puis qui maudit tout le monde. Là, il se retrouve devant la fille qu'il aime dans l'acte 2. Puis il est incapable d'être à la hauteur, puis de la détester comme il déteste tous les autres. Là, c'est le contraste entre les deux faces d'Alceste Ouais. qui fait la force de l'acte 2, même si c'est peut-être moins grandiose ou moins frappant que l'acte 1. L'acte 1 c'est le plus stimulant, là, en tout cas. Ouais, je pense que ça, oui. c'est clair, Ouais, là, ouais. c'est clair. Parce que c'est le plus philosophique, mais ouais, moi, j'ai
Donc, c'est ça. Donc, Célimène, qui est la pire de la gang, hein, Ouais. qui joue sur tous les tableaux, Ouais. qui essaie de courtiser tous les hommes. Mhm. Et ça, évidemment, Alceste est profondément frustré par Mhm. ça. Il Mhm. va lui dire. Puis elle, c'est ça, elle joue à nouveau sur plusieurs tables. Ouais, peut-être, je vais regarder ça. Là, je le dis de manière moins élégante que Molière. Comme Molière. C'est ça, parce que oui, en fait, il lui dit. Il lui dit qu'elle est hypocrite, puis Oui. etc. Sauf Mhm. qu'il est incapable d'aller jusqu'au bout, puis de rompre réellement, complètement. Ouais. Même s'il fait la menace, je ne sais plus si c'est dans cet acte-là ou le prochain, qu'il menace qu'il va s'en aller, etc., qu'il faut qu'il rompe. Mais il va pas, là. Il va Non. pas jusqu'au bout. Non, non. Il reste Juste- avec elle. puis- Jusqu'à la fin. Exact. Ouais. Exact. Ouais. Et sans doute ma flamme de ses vices du temps pourra purger son âme. Dit que là, Alceste pense que sa pureté va pouvoir amener la pureté à Célimène. Uh-huh. C'est-à-dire, en incarnant sa parfaite antithèse, elle prendra exemple sur moi, qui est... Ah, il est con, Alceste. Hein. Mais ça, oui, c'est. Mais c'est là qu'on voit que la misanthropie va de pair avec une forme de mégalomanie, Oui. un égocentrisme. Absolument. De se dire que, regarde, comment moi, je suis extraordinaire et je vais éclairer la petite populace. Absolument. Moi, j'ai une nouvelle édition dont la préface est de Jacques Chupot. Puis il en parle longuement. Préface très, très bonne. Je l'ai adorée. Puis justement, Chupot dit que, tu sais, Alceste croit faire preuve de sagesse suprême, mais au fond, il ne fait que montrer qu'il est un peu moins intelligent que les autres. Là. Tu sais, parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement orgueilleux et voilà, d'idiot, tu sais, à ne pas considérer le monde et les hommes tels qu'il est. Mhm. Tu sais, donc, c'est ça, il se brûle par sa vertu. Mais il y a quand même un aspect qui est nécessaire dans ce que fait Alceste aussi. Parce qu'il reste que les gens autour de nous, il faut leur dire les choses telles qu'elles sont. Mhm. Quand on trouve qu'il y a quelque chose qui est inacceptable, il faut le dire. Puis il y a un passage dans l'acte 2 où Alceste, là, il discute avec les autres qui tournent autour de Célimène. Puis il va dire, en fait, il y en a un qui dit, c'est Acaste. Mhm. Acaste qui dit, les défauts qu'elle a ne frappent point ma vue. Mhm. Et ensuite, Alceste va dire, ils frappent tous la mienne, et loin de m'en cacher, elle sait que j'ai soin de les lui reprocher. Plus on aime quelqu'un, moins il faut qu'on le flatte. Oui. À ne rien pardonner, le pur amour éclate. Et je bannirais, moi, tous ces lâches amants, que je verrais soumis à tous mes sentiments, et dont, à tout propos, les molles complaisances donneraient de l'encens à mes extravagances. Mhm. Ça, c'est quand même fort, puis je pense que c'est vrai. Il n'y a aucune relation sincère entre deux personnes. Bon, disons, des personnes qui se croisent à peine, on peut comprendre qu'il y a un peu d'hypocrisie pour la forme, mais entre deux personnes qui disent s'aimer, que ce soit de l'amour ou de l'amitié, si le lien est réel, il faut une vraie honnêteté, puis il faut être capable de se dire quand quelque chose ne fonctionne pas, particulièrement en couple, mais aussi dans l'amitié. Je pense qu'un véritable ami, c'est pas quelqu'un qui va constamment te dire que tu as raison puis qui va te flatter. C'est quelqu'un qui, une fois de temps en temps, va pouvoir te donner une claque derrière la tête puis te dire « Hey, réveille-toi, tu es dans le champ en ce moment. » Ouais. Puis cette preuve d'honnêteté-là, je pense que c'est la preuve d'une vraie amitié puis qu'on est capable de vraiment tenir à quelqu'un. Fait que là-dessus, je dirais que Alceste a raison, mais encore une fois, lui, il déborde et il n'est pas capable de mettre de mesures ou de limites à ce qu'il dit. Mais c'est pas grave. Moi, je suis parfaitement d'accord. À la phrase « à ne rien pardonner, le pur amour éclate Mhm. ». Puis, tu sais, on a tous en tête comment dire, des friend zones, là. Mhm. C'est-à-dire le type trop gentil qui essaie de courtiser une femme et la femme le prend comme un bon ami parce que il est tellement gentil et dit jamais rien contre elle Mhm. et ne la contredit jamais. Tu sais. Là, c'est excessif en disant ne rien pardonner, le pur amour éclate. Mhm. Mais il y a quelque chose dans l'amour de l'ordre du mystère et de la contradiction. Mhm. Tu sais, il y a aussi dans la séduction, il y a une part de duel, il y a une part Mhm. d'attaque, tu sais, puis donc de reproches un peu masqués par l'esprit, par la langue, fait que, ouais, moi aussi, ça m'a frappé ce passage-là qui est délicieux, là, puis Mhm. qui est très juste, de la part d'Alceste. Ouais, un autre élément en lien avec ça, c'est que, et ça aussi, c'est peut-être difficile
de se l'avouer du moins, mais c'est que le mensonge fait partie du pacte social. Ouais, totalement. Hein? Donc, tu sais, salut, ça va? Oui, toi. Je ne considère pas que c'est nécessairement de l'hypocrisie, là, alors que disons que la personne ne va pas bien. C'est-à-dire que, oui, c'est-à-dire qu'on vit en société, parfois on va mentir, mais ça fait partie des règles du jeu parce qu'on ne peut pas être constamment dans la franchise. La franchise mènerait à une guerre de tous contre tous. Ouais. Donc, ça fait partie du pacte social, mais si ce mensonge-là devient trop important, bien là, il s'agit qu'une personne débarque et qui commence à dire la vérité, puis là, tout va éclater. Tu sais. Donc, d'où l'importance qu'il y ait un juste milieu entre des mensonges qui existent, mais sans jamais que ça prenne le dessus sur des vérités trop fondamentales. Oui, c'est bien dit. Sinon, il s'agit que quelqu'un débarque, et là, ça peut éclater. Philin dit la pleine franchise deviendrait ridicule. C'est ça, tu sais. David, pour vrai, là, comment tu vas? Tu sais, non, là. On est dans un ascenseur. Là. Exact. Je te parlerai de mes états d'âme un autre moment. Et à contrario, si je te disais, hey, ça va, puis tu me disais, hey, écoute, mon vieux, hier, puis là, ça dépend du contexte, là, mais si on est dans un ascenseur, tu sais, c'est des formes de politesse. Et pour dire un peu comme je suppose, des formes d'intelligence, tu sais. C'est-à-dire que je suis courtois avec toi parce que je t'apprécie. Donc, je te fais des formes de politesse qui sont pas tellement engageantes, mais que si elles n'y étaient pas, les rapports humains seraient insupportables. Exact. Peut-être que, sans aller jusqu'à dire que le mensonge est nécessaire, je dirais que pour que la société fonctionne, il faut faire la différence entre la franchise et l'honnêteté. Ouais. Puis peut-être que il faut viser, non pas à être franc, mais à être honnête. Puis la différence étant que quelqu'un qui est franc va dire tout ce qu'il pense, alors que quelqu'un qui est honnête va penser tout ce qu'il dit. Quelqu'un qui est franc, en effet, si on passe notre temps à dire tout ce qui nous passe par la tête, c'est insoutenable, insupportable, alors que l'honnêteté permet de peut-être décider ce que tu vas dire, mais quand tu le dis, au moins, il faut que ce soit vrai. C'est peut-être ça, il faut que tu le penses réellement. Ouais, c'est peut-être ça la nuance à trouver, je dirais. C'est fondamental. Ouais. Fondamental ce que tu dis. Et il y a une formule quand Oronte vient vomir ses vers, qui lui dit, Oronte lui dit, ah mais j'ai écrit ça très très rapidement, et Alceste dit cette fameuse réplique, le temps ne fait rien à l'affaire. Moi je suis pas d'accord. C'est pas vrai que... Tu sais, je veux dire, il y a plusieurs auteurs qu'on vénère et dont on a parlé qui se sont pratiqués des années, qui ont essuyé des refus, qui ont... tu sais, le pur talent, ça n'existe pas. C'est sûr que les premiers vers de... Oui, il existe des... pas des Artaud, là, mais il existe des Rimbaud qui écrivent des vers sublimes à 16-17 ans et que ça fait des grandes œuvres. Mais la plupart des gens ont bossé des nuits entières sur 3 vers. Puis c'est pas vrai que le temps fait rien à l'affaire. Sinon, on serait tous talentueux ou non. Et le travail... Tu sais, dire que le temps ne fait rien à l'affaire, c'est dire le travail et la discipline ne font rien à l'affaire. Ce qui est faux. En effet. Enfin. Non, mais tout à fait. Il faut s'exercer, il faut le perfectionner, son art. Oui. Il n'est pas dit que Oronte ne deviendra pas un poète décent. Là, surtout après avoir reçu une claque de la part d'Alceste, ça pourrait le réveiller, il pourrait se dire, bon, je vais essayer de moins écrire des vers mielleux, puis je vais aller lire, puis... bref. Ouais, des fois, on entend ça, c'est pas tout le monde qui peut devenir un auteur de chef-d'œuvre, mais tout le monde peut être capable de faire quelque chose de décent. Exact. Ben, je pense. Puis même les auteurs de chef-d'œuvre, ils sont pas nés comme ça. Non. Et ils ne font pas tous... Non. Tu sais, leur œuvre n'est pas que des chefs-d'œuvre. Ben non, bien sûr. J'aimerais ça lire un extrait de Célimène où on voit, je pense... La ligne? Ligne 975, acte 3, scène 4. Où elle dit Madame, on peut, je crois, louer et blâmer tout. Et chacun a raison suivant l'âge et le goût. Donc, à nouveau, on est dans le relativisme, tout le contraire d'Alceste, de garde, tout se vaut presque. Il est une saison pour la galanterie. Il en est une aussi propre à la pruderie. On peut, par politique, en prendre le parti. Quand de nos jeunes ans, l'éclat est amorti, cela sert à couvrir de fâcheuses disgrâces.
Je ne dis pas qu'un jour je ne suive vos traces. L'âge amènera tout, et ce n'est pas le temps, madame, comme on sait d'être prude à 20 ans. Mhm. Donc, tu sais, c'est ça. Il n'y a rien de coulé dans le béton. Mhm. Tout est fluide, tout va changer. Euh, et c'est ça. C'est là que c'est à nouveau. Alsace, c'était fâchant à certains moments, mais quand on voit ça, je pense que tout être humain qui a un peu de valeur, il se dit, ben, attends une minute. Ah ouais. Même si, sur le plan factuel, il y a quelque chose de vrai. Là. C'est-à-dire que c'est vrai que on va grandir, nos goûts vont changer et tout. Ouais. Tu sais, il y a quelque chose de. Sur le plan descriptif, Mhm. il y a quelque chose de vrai là-dedans, sans doute. Oui, oui. Mais en même temps, ça enlève toute valeur à ce qu'on fait. là. Exact. C'est surtout ça. Parce que de toute façon, d'ici 100 ans, on sera tous morts. Fait que c'est vrai qu'il y a rien de grave. Au C'est fond, ça. tu dis qu'il y a rien. Il y a rien qui est périn. Fait que, Mhm. au fond, on pourrait comme flotter comme ça au gré des vents et des modes, tu sais. Exact. Mais le temps qu'on est là, tu sais, s'il n'y a pas quelques principes, ben, comme tu as dit, quelques batailles Mhm. qui orientent notre action, là, tu sais, c'est franchement cynique. Exact. En effet. Mais ce passage-là, c'est l'espèce de confrontation entre Arisnoé et Célimène, qui est quand même délicieuse, là. C'est-à-dire deux femmes qui se détestent, se font la conversation pour, à mots couverts, Mhm. Ah se ouais. faire des reproches, là. Tu sais, Arisnoé qui commence, il dit, J'étais dans une maison hier et on a dit du mal de vous, mais n'ayez crainte. Puis là, elle débite les choses qu'elle a dit pour Mhm. la défendre, mais les choses qu'elle a dit pour la défendre sont des pics à l'attention Ouais. et vice-versa. Tu sais, Ouais. tu sais, quand on dit que c'est délicieux, c'est surtout par cet esprit-là, la joute intellectuelle, le dire des vérités de manière détournée avec un français sublime. Là, moi, ça m'a vraiment, vraiment Ouais. renversé. Oui, absolument. Non, mais d'où je pense l'importance de s'être déjà confronté à l'œuvre avant de la voir sur scène, Ouais. probablement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. Le débit de mots est très rapide. Ouais. On n'est pas habitué d'entendre des phrases comme ça. Donc oui, il y a vraiment une réelle préparation là, pour le dire simplement, on peut pas aller écouter le Misanthrope comme on se prépare à aller voir les Avengers. Mais c'est vrai. Mais après avoir vu Alceste à bicyclette là, avec Lucchini et Lambert Wilson, je pense, je me suis dit, je vais aller sur Madeleine, regarder le Misanthrope. Puis j'avais pas de texte. Puis j'ai commencé à le regarder, puis je l'ai pas terminé. Tu sais, parce que quand tu n'as pas lu le texte avant ou tu n'as pas le texte pour t'y référer, c'est lourd. Là. Mhm. C'est dur à prendre. Tu sais. Fait qu'effectivement, se préparer d'abord pour bien apprécier la Ouais. pièce, c'est comme fondamental. Là. Ouais. Et je vais dire quelque chose de tellement premier degré, mais je pense que c'est pas banal. Là. Tu sais, imaginons le travail d'un artiste d'apprendre un tel texte alors que c'est pas du tout. C'est-à-dire, oui, c'est en français, mais c'est pas ta langue, c'est pas Non. dans laquelle tu travailles au jour le jour. Ouais. C'est quand même. Tu sais, après, j'ai terminé d'écouter ça, je me disais, c'est vraiment un exploit. Là, Un quand tu exploit. penses à ça, là. C'est exceptionnel. Là. Lucchini, dans Alceste à bicyclette, justement, il dit c'est le rôle le plus difficile du répertoire français. Ah ouais. Puis moi, ça m'a choqué au début. Puis je me suis dit, ben non, c'est Cyrano, tu sais, parce que la quantité de lignes que doit apprendre l'acteur de Cyrano, Ouais, c'est plus qu'Alsace. c'est plus qu'Alceste. Mais en même temps, comme tu dis, c'est une autre langue, là, Molière. Mhm. Là. Tout à fait. Tu sais, Cyrano, il y a quelque chose de moderne encore, bien que ce soit des alexandrins puis qu'il y ait des vieilles formules. Alceste, c'est une autre langue. Là. J'insiste, là, ta formule est bonne. Là. Et je suis assez d'accord. J'ai pas une connaissance très, très fine là, de tout le répertoire théâtral là, français, mais c'est vrai que ça doit être là, une épreuve sur scène. Sur scène, là, tu peux pas te reprendre. Ben oui, là, ta c'est langue ça. peut fourcher à tout Exact. moment. C'est vraiment, vraiment très impressionnant. Ouais. Autre chose? Moi, j'avais. Parce que notre ami Alsace va être amené en cours. Mhm. Et puis, il y a quand même l'idée que celui qui refuse le jeu des apparences sera une menace. Là. C'est-à-dire celui qui dit la vérité telle qu'elle est va quand même être conçu comme vraiment être un ennemi à abattre dans la Mhm. société. Et c'est ce qu'on cherche à faire de Alceste parce qu'il a dit la vérité toute Mhm. crue à Oronge. Oui, absolument. Puis,
Ben, t'as parlé de jeu. Moi, tu sais, je vous ai dit qu'il était souvent insupportable, là, Alceste, là, parce que justement, il refuse le jeu, notamment le jeu de l'amour. Tu sais, il est lourd, là, avec Célimène. Ah, ben là, oui. Célimène, tu sais, c'est vraiment... c'est un peu une vipère, là, parce qu'elle joue vraiment sur tous les tableaux, mais Alceste, il est lourd aussi, là, de tout le temps vouloir des gages d'amour sans équivoque. Moi, à la ligne 1302, il dit... si pour moi votre bouche avait parlé sans feindre et rejetant mes vœux dès le premier abord. C'est-à-dire que là, il faudrait que tout soit transparent dès le début, que comme Célimène te fasse une déclaration d'amour sans équivoque pour te rassurer dans ta petite vulnérabilité. Tu sais, c'est lourd, Il n'y là. a pas de jeu. Il n'y a pas de jeu. Fait qu'il dit- L'amour ne peut pas, arriver, s'installer, prospérer. Sinon, c'est une relation transactionnelle. Là, Ouais. tu Ouais, sais, c'est très juste. qu'est-ce que tu veux dans ton café? Dis-moi-le de manière transparente. Je vais te... Exact. Mais tu sais, l'amour a des raisons que la raison ignore. Non, mais c'est-à-dire que Le cœur. T'as raison. Mais non, Le- mais je le mettais à ma main Bien sûr. parce que je suis un peu Molière. le quotidien est un peu une pièce de théâtre, Ben oui. au final. Tu sais. Ben oui. On va au travail, on se met une forme de costume. Mhm. Et souvent, on est dans une société ultralibérale, j'en parlais lors d'un autre épisode, et on va beaucoup mépriser ça un peu. Mhm. Ah, ce n'est qu'une culture de théâtre, Ouais. tout ça. Mais il y a une part de ça qui est tout à fait normale et saine Ben, et vital. et vitale. Ouais. Mais à nouveau, évidemment que ça peut mener à une société vraiment corrompue. Mhm. Lorsqu'on, justement, quand l'honnêteté n'existe plus, lorsqu'on vraiment dit des choses, lorsqu'on dit le contraire de notre pensée. Mais en même temps, l'idée qu'il y a un certain jeu, me semble, je vais reprendre tes mots, vital. Ben oui, parce que oui, mais ne serait-ce que l'hygiène. Mhm. Il y a une part d'artifice dans l'hygiène. On va pas mourir si on Non, si c'est on ça. se lave pas tous les jours, tu sais. Mais ça reste important pour le sain commerce avec nos concitoyens, tu sais, et nos collègues et nos Ouais. amis et notre amoureuse, tu sais. Mais c'est ça, c'est absolument vital. C'est pour ça qu'Alceste est comme misanthrope. Ouais, C'est mais- c'est le bon Oui. mot. Mhm. C'est vraiment le bon Mais mot. moi, je trouve que, en tout cas, je le vois dans nos sociétés contemporaines. Tu sais, la personne qui regarde le monde de haut en méprisant tout. Ouais. Tu sais, Les Nietzschéens, là. oui, exactement. Ouais, ouais, ouais. Euh, Tout est vain. Là. Alceste critique beaucoup ceux qui valorisent tout, Mhm. mais lui, à nouveau, c'est la figure opposée, c'est le miroir, en disant, ben non, tout est dégueu, tout est mauvais. Mhm. Donc, je m'élève en disant ça. Puis ça, c'est insupportable. Mais ça, on voit ces figures-là encore aujourd'hui. On Ouais. voit des misanthropes. Là. Oui, absolument. Ouais. C'est vrai. Surtout chez les intellectuels. Absolument. Moi, je trouve. Souvent, on est confronté à des gens qui pensent avoir tellement tout saisi la nature humaine et le jeu politique que quand tu leur parles de tes aspirations ou des aspirations de telle société, lève les yeux en l'air parce qu'au fond, tout ça est vain parce que l'homme est mauvais. Tu sais, Mhm. c'est insupportable, des gens comme ça. Tu sais, Uh-huh. Voilà. Exact. Moi, à la ligne 1373 peut-être, 1373 dis-je, je brosse un portrait de la scène. C'est là, Alceste est en courroux contre Célimène. Puis là, il a appris qu'elle écrivait des lettres à Oronte et aux autres marquis. Puis là, il vient lui dire là, qu'il faut qu'elle change, puis que sinon, blablabla. Puis là, c'est lui qui est en colère. Puis finalement, c'est elle qui se met en colère contre lui et c'est elle qui triomphe, là, mais d'un bout à l'autre. Et là, Alceste, il fait à part, tu sais. Il vient d'être sonné par comme un direct sur la gueule de Célimène. Il fait « Quoi? D'un juste courroux, je suis ému contre elle. C'est moi qui viens me plaindre et c'est moi qu'on querelle. » J'avais identifié la même ligne. Parce que ça nous est tous arrivé, évidemment. Tu dis, attends une minute, là. Là, C'était pas moi le problème dans cette histoire-là. Exact. Comment ça se fait que Pourquoi je me suis excusé? Tu sais, Oh. Ouais, non, ça, c'est parfait. Mais ça aussi, cette scène-là, c'est l'intelligence de Célimène. Ouais. Tu sais, qui est capable de jouer avec, peu importe la situation, qui va tirer profit de cette situation-là, Ouais, qui ouais, va la ouais. mettre à son avantage. Mais c'est là que le personnage est génial aussi. là. Surtout en phase de soupirant, là.
Ben C'est oui. le pouvoir d'une femme oui. qu'une femme a sur des hommes qui sont épris d'elle. Bon, Célimène les- le ils joue ont- avec grande Tout à habileté, mais quand même, c'est un pouvoir immense que quelqu'un peut avoir sur une autre personne qui se fait aimer d'elle. Oui, puis ben là, ça nous amène à... il y a un jugement sur le cas d'Alceste là, qui doit payer 20 000... je ne sais plus c'est quoi la... Ah oui. Puis là, ouais, vas-y, j'avais noté aussi. qui dit comme une marque insigne, un fameux témoignage de la méchanceté des hommes de notre âge, ce sont 20 000 francs qu'il m'en pourra coûter, mais pour 20 000 francs, j'aurai droit de pester contre l'iniquité de la nature humaine et de nourrir pour elle une immortelle haine. Loser! Loser! Tu veux perdre pour être capable, après ça, de dire que les hommes sont mauvais? Ce tempérament, mais insupportable. Vraiment. Ouais. Mais il se complaît... il se complaît dans l'idée de perdre, justement, puis de dire, ben voyez-vous, c'est la preuve que le monde est corrompu. Exact, exact. Ah non, mais c'est... Euh, Puis au début... mais soit dit en passant, il m'arrive des matins que je me lève du pied gauche et je me sens comme ben, Alceste. c'est là. clair. Ben oui, Tu- évidemment. tu pèses le monde, et lorsqu'on vit une défaite, on se dit, ben voyez-vous, c'est la preuve Ben oui. que j'ai raison. Quand tu as une contravention, par exemple, sur la rue Rachel, parce que tu es passé sur une rouge à vélo, tu vas la payer, l'amende, pour dire que c'est inutile de mettre des policiers qui surveillent les vélos. Je sais pas de quel cas je parle. Non, mais c'est vrai. Puis au début aussi, Alceste, il dit j'aurai le plaisir de perdre mon procès. Oui, c'est ça. C'est ça. Ah, ben, vous voyez, juge corrompu, j'ai perdu mon procès, tu sais, puis c'est... Ouais. Mais quel tempérament Mais insupportable. il y a quelque chose de... Je vais peut-être le défendre ici, de refuser de vivre dans le regard de la personne qu'on n'estime pas. Il y a quelque chose de louable là-dedans Ouais, quand même. ouais, tu sais. ouais. Des fois, on peut d'essayer de dire ben, je dois bien paraître aux yeux de telle personne, mais en même temps, ce sont des personnes méprisables. Tu sais. Donc, il faut aussi, ça, c'est une question à se poser, de se dire ben, aux yeux de qui je veux bien paraître. Ouais. Ce qui me semble assez fondamental. À nouveau, comme on dit depuis tantôt, Alsace va dans un extrême, mais il y a là une question importante. Mais justement, Alceste va dans l'extrême parce que non seulement il veut pas paraître bien dans les yeux des gens qui méprisent, mais il veut leur dire qu'ils méprisent. Il veut leur dire qu'ils sont mauvais. T'sais. Fait que c'est là qu'il devient, pour une énième fois, totalement insupportable. Moi, aviez-vous autre chose? Je peux y aller? À la ligne 1555, moi, je trouve que c'est là que Philinte est vraiment à son meilleur. Je vais la lire au complet si ça vous dérange pas. Aussi, à ce moment-là, on en revient à un duel Alceste et Alceste-Philinte. C'est un peu la boucle qui est bouclée. On en revient encore à une autre discussion sur la Exact, nature humaine. Exact. Philinte dit « Non, je tombe d'accord de tout ce qu'il vous plaît. » C'est-à-dire, tu as raison, Alceste. Tout marche par cabale et par pur intérêt. Ce n'est plus que la ruse aujourd'hui qui l'emporte, et les hommes devraient être faits d'autre sorte. Mais est-ce une raison que leur peu d'équité pour vouloir se tirer de leur société? Tous ces défauts humains nous donnent dans la vie des moyens d'exercer notre philosophie. C'est le plus bel emploi que trouve la vertu. Et si de probité tout était revêtu, si tous les cœurs étaient francs, justes et dociles, la plupart des vertus nous seraient inutiles, puisqu'on en met l'usage à pouvoir sans ennui supporter dans nos droits l'injustice d'autrui, et de même qu'un cœur d'une vertu profonde, et là, Alceste le coupe, mais je trouve que c'est une des plus belles répliques du livre. Tu souscris à ça. Là. Ah, totalement. Et ce que j'aime beaucoup, c'est quand il dit « Et les hommes devraient être faits d'autre sorte. » Oui, mais en l'occurrence, ils ne le sont pas. Tu sais, moi aussi, j'aimerais que personne ait faim sur la terre. Et j'aimerais que... Il y a plein de choses qui devraient être autrement, mais elles ne le sont pas. T'sais. Et ce n'est pas d'être cynique que de l'accepter, du moins... pas nécessairement sans le critiquer, mais simplement de l'accepter, de le compter comme une donnée dans l'existence. Et là où il me met KO par ses lumières, c'est quand il dit la plupart des si tous les cœurs étaient francs, justes et dociles, la plupart des vertus nous seraient inutiles. C'est-à-dire qu'il y a quand même un plaisir certain à naviguer dans un monde déchu
à voir les défauts, à exercer sa vertu. Mhm. Tu sais, l'existence est quand même une espèce de duel avec les vices, tu sais. Et Mhm. si tout le monde était vertueux, ce serait d'une ennui Mhm. incroyable, tu sais. Mhm. Incroyable. Puis Alceste, tout de suite après, qui lui répond, il commence par lui dire, oui, OK, tu as peut-être un peu raison, mais finalement, il est incapable de débloquer, puis il reste encore à sa position, incapable aussi d'être cohérent même avec lui-même face à Célimène. Là, il va dire, « Je sais que vous parlez, monsieur, le mieux du monde. En beaux raisonnements, vous abondez toujours. Mais vous perdez le temps et tous vos beaux discours. La raison pour mon bien veut que je me retire. Je n'ai point sur ma langue un assez grand empire. De ce que je dirais, je ne répondrai pas. Et je me jetterai 100 choses sur les bras. Laissez-moi sans dispute attendre Célimène. Il faut qu'elle consente au dessein qui m'amène. Je vais voir si son cœur a de l'amour pour moi, et c'est ce moment-ci qui doit m'en faire foi. » Il est incapable, encore une fois, de se couper de sa logique un peu tordue, puis trop extrême. Puis, alors que Philinte vient de lui faire un exposé un peu plus clair. Là. Oui, absolument. Ouais, ouais. Et c'est ça. Et Alceste veut, il l'a dit, là, il veut fuir le commerce des hommes. Là. Oui. Mhm. Hein, c'est ça, la misanthropie poussée à son paroxysme, c'est de dire, ben, vous savez quoi, moi je laisse tout ça là. Mhm. Mhm. Et à nouveau, ça peut être un sentiment que je partage à certains moments de Évidemment, ma vie. évidemment. Mais il faut avoir un Philinte ou deux dans nos vies pour nous ramener sur Terre. là. Oui, très juste, très juste. Puis il est tellement excessif qu'à la fin, Célimène lui fait une proposition relativement décente et par excès de vertu, il la refuse. C'est-à-dire que, bon, là, Célimène a un peu été déculotté par tout le monde. Les deux marquis, Mhm. Oronte, Alceste, se sont rendus compte qu'elle joue sur tous les tableaux. Et Alceste, malgré tout, lui dit, écoute, je pourrais passer l'éponge sur tes écartades, sur la manière dont tu te joues des gens, mais il faut que tu viennes avec moi en exil. Mhm. Il faut que tu t'exiles du commerce des hommes si tu veux que je te pardonne. T'sais. Et là, Célimène lui dit, je suis prêt à accepter le mariage, mais je veux pas m'exiler. Mhm. Et Alceste là, lui dit non. Mhm. L'excessif Ouais. qui finit tout seul, qui finit seul d'ailleurs. En effet. Excusez-moi. Alors voilà. Ouais, c'est ça, ouais. Il prend ses clics puis ses claques, puis il sac son camp. Exact. On va le dire comme ça. Puis il dit qu'il veut trouver tout. Il veut qu'elle trouve tout en moi comme moi tout en vous. Mhm. Relax! Veux-tu, là? Tu sais, il y a d'autres choses dans la vie, là, d'être tout entier à son amoureux ou son amoureuse. Je veux dire, c'est pas ça la vie, là. Mhm. C'est d'appartenir à différents cercles, différentes personnes, fréquenter des gens de tempéraments différents, Mhm. tout à moi, moi tout à toi. Il est lourd, elle sait. Mhm. Complètement. Autre chose, messieurs? Non, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, on a fait le tour, quand même. De Ouais. l'œuvre. Il y aura Ouais. d'autres éléments, mais moi, c'est la beauté de l'œuvre est dans la langue. Ouais, Une vraiment. langue qui nous est à la fois familière et étrangère. Ouais. Je pense que c'est une des forces. Et je pense, moi, c'est vraiment Alceste Philinte qui vient me chercher. là. Ouais. 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 Tout à fait. Toi? Le dialogue entre les deux, au début et à la fin, comment tout ça est bien construit, les Mhm. deux archétypes qui nous sont montrés. Puis c'est vraiment ensuite, c'est au lecteur à faire son jugement puis à trouver par lui-même le juste milieu. Très juste. Dans la plus pure tradition moraliste. Mhm. Quel est votre prochain Molière? Moi, c'est Le Malade imaginaire parce que je suis un peu hypochondriaque. Fait que je veux voir qu'est-ce qui est écrit là-dessus. Peut-être L'Avare. J'ai jamais lu L'Avare. D'abord? J'ai dit tantôt que j'avais lu des extraits de Tartuffe, mais je ne l'avais pas lu au complet. Je pense que mon prochain sera le Tartuffe. Excellent. Merci beaucoup, messieurs. Merci à toi. À la prochaine. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. On espère que vous avez apprécié. En terminant, on vous invite évidemment à vous abonner et à visiter notre page Patreon si vous voulez nous soutenir. Mettez un pouce, commentez, partagez la vidéo et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode de Magnum Opus.